Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le jeudi 4 octobre et c'est la 77e. Je suis heureuse de vous retrouver pour une heure de cinéma avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe. Non, je vais essayer d'être sage pendant cette émission, car comme vous pouvez le constater, Julia, Luc et Maxime m'ont abandonné. Donc je suis toute seule dans le studio pour vous parler de cinéma. Ça va être un peu compliqué car personne ne va me couper la parole ou me contredire. Ouh là là, attention, je risque d'y prendre goût. Donc on va commencer tout de suite l'émission avec un petit jingle. Alors, j'ai quelques news pour vous ce soir. La première concerne Ansel Elgort. Et voilà, Luc, tu vois, l'émission commence. Tu n'es pas là pour me reprendre sur les noms des artistes. Tu vas me manquer. On avait découvert cet acteur dans la saga Divergente. C'était le frère de Trish et en conducteur intrépide dans Baby Driver. Il a été choisi par Monsieur Steven Spielberg pour interpréter Tony dans son remake de West Side Story. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On verra bien. Déjà, l'idée du remake me fait assez peur. Enfin bon. Autre petite news. Je ne sais pas si nous avons des fans à l'écoute ce soir, mais pour certains d'entre eux, il y a la nouvelle affiche de Hellboy, dont la sortie est prévue le 12 avril 2019 et qui va être réalisée par Neil Marshall, le réalisateur de The Descent en 2005 et de Doomsday en 2008. C'est un réalisateur, on peut dire, de films de genre. Et l'affiche est absolument sublime. J'avais beaucoup aimé le premier épisode qui avait été réalisé par Guillermo del Toro. Et sur cette affiche, on le voit encore avec ses deux cornes. Et il est littéralement en feu. Je suis complètement tombée amoureuse de cette affiche. Je pense que ce soir, après l'émission, je vous la mettrai sur notre page Facebook pour que vous puissiez vraiment prendre, je l'espère, autant de plaisir que moi à la regarder. Oui, j'en ai encore quelques-unes de news. Alors donc, je vous le confirme, on aura bien droit à un Indiana Jones 5 avec Monsieur Steven Spielberg, toujours lui à la mise en scène, et Harrison Ford devant la caméra. Peut-être en fauteuil roulant, toujours avec son chapeau, je l'espère, mystère. Shia LaBeouf qui ne reviendra pas. Lui, par contre, je dirais ouf. Et pour ce 5e volet, en fait, ça va un petit peu s'éloigner du 4e opus. Et ça, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que tous les fans, on est bien d'accord que Indiana Jones, c'est absolument incroyable, mais que ce 4e épisode était... Allez, je me lance. Il est grotesque. En fait, voilà. Autre petite news, la bande-annonce de Vice, le biopic de Dick Cheney réalisé par Adam McKay. J'avais adoré The Big Short qu'il avait réalisé. Dans le rôle titre, nous allons avoir Christian Bale. Alors, est-ce qu'il est possible de ne pas présenter Monsieur Christian Bale ? Pour moi, c'est Monsieur American Psycho, c'est Batman. Et dernièrement, c'est Hostile que j'ai vraiment adoré. Donc, il va prêter ses traits, il va prêter ses traits au vice-président des États-Unis pendant la présidence de George W. Bush de 2001 à 2009. Le casting est plutôt alléchant. Donc, nous avons Amy Adams, que j'avais adoré dans Premier Contact, va jouer, elle, le rôle de Lynn Chesney, donc l'épouse. Steve Carell, que j'avais trouvé absolument extraordinaire dans Little Miss Sunshine, va jouer le secrétaire de la Défense. Et
Monsieur Sam Rockwell, que nous avons vu récemment dans Three Billboards, va jouer George W. Bush. Le film sortira fin décembre aux États-Unis, mais il n'a pas encore de date de sortie française. Et je dirais que c'est un peu dommage. Et la dernière des dernières, en ne sachant pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je vais vous laisser juge. Netflix vient de récupérer la franchise Les Mondes de Narnia, qui était sorti, le premier opus me semble-t-il, en 2005. Donc ça veut dire que toutes les histoires classiques tirées de l'univers de Narnia appartiennent maintenant à Netflix. Donc je pense qu'on va avoir des films, des séries, voilà. Je pense que de mémoire, nous avions eu 2 épisodes, mais comme ils étaient vraiment pas de, alors je vais pas dire de mauvaise qualité, mais le public n'a pas trouvé, on va dire, le film n'a pas trouvé preneur, ce qui était un petit peu, je pense, dans la mouvance du moment, étant donné que il y avait à cette période-là énormément, je trouve, de sagas. Donc, à voir ce que Netflix va en faire. Et ben voilà, pour les news, c'est terminé. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. J'espère que pour cette émission que je vais faire toute seule, vous allez être un petit peu indulgents et me souhaiter surtout bon courage. Alors, je vais vous proposer d'attaquer la première chronique que Maxime a eu la gentillesse de me préparer et elle concerne les Frères Ennemis. Donc, je vais vous parler de Frères Ennemis, qui est le nouveau long métrage de David Olenfun. Voilà, excuse-moi Luc pour la prononciation, je m'excuse aussi auprès du réalisateur. On va l'appeler le réalisateur français, voilà. Et c'est un réalisateur même français là, très intéressant, il bafouille. ce monsieur, puisqu'il avait réalisé une adaptation d'Albert Camus qui s'appelait Loin des hommes, avec déjà Reda Kateb et Viggo Mortensen, qui était vraiment bonne. Et surtout, il est scénariste des films de Frédéric Tellier, notamment L'affaire SK1, qui est vraiment un très bon polar sur l'affaire Guy Georges que je vous recommande. Et donc ici, le réalisateur français, pour son deuxième long métrage, choisit de revenir un peu au genre du polar, avec notamment cette histoire de 2 amis d'enfance qui ont grandi dans la même cité. D'un côté, on a Manuel, qui est à la tête d'un trafic de drogue, et de l'autre côté, on a Driss, qui est policier à la brigade des stupes. Et on va dire que Manuel, après un deal qui va mal tourner, va se retrouver un peu dans la mouise et va être poursuivi par un cartel. Et Driss va choisir de l'aider, non seulement par amitié pour lui, mais aussi dans l'espoir de le manipuler afin qu'il puisse l'aider à faire tomber le cartel. Donc vous avez compris que l'histoire n'est pas d'une grande originalité, qu'on a déjà vu un peu cette histoire de flic s'associant à un voyou pris à la gorge afin de faire tomber un petit réseau de narcotrafiquants une bonne dizaine de fois. Mais pour autant, si vous pouvez outrepasser ce défaut, Frères Ennemis est vraiment un bon polar noir, très efficace, très bien écrit, très tendu notamment au niveau de sa tension, et très bien réalisé. Et voilà, et c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire là-dessus, puisque les personnages, même si l'histoire n'est pas très originale, les personnages sont suffisamment fouillés pour qu'on s'intéresse à eux. Les 2 acteurs, Reda Kateb et Mathias Schoenaerts, sont vraiment exceptionnels. Puis d'un autre côté, la réalisation est vraiment aussi très tendue, très efficace. Le rythme est vraiment bon. Puis j'ai eu la chance de voir le film à la Mostra de Venise et j'ai pas vu les 1h51 passer. Et vraiment, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que tout est bon. Le seul truc qui manque peut-être au film, à mon sens, après ce sera à vous de juger, c'est qu'il manque un peu d'originalité, mais sinon j'ai vraiment passé un bon moment, je regrette pas le film, voilà, et même si c'est pas un film qui me restera sûrement en mémoire dans une dizaine d'années, c'est un film, un bon polar, bien tendu, bien efficace, et si justement ce genre de film vous tente, je vous conseille d'y aller parce qu'il est vraiment bon. Alors, je vais rejoindre l'avis de Maxime qui m'avait encouragé à aller le voir. La réalisation, c'est vrai qu'elle est propre, c'est bien fait. Le film repose sur ces 2 acteurs principaux qui sont d'une justesse assez incroyable. Mais malgré ça, c'est vrai que le manque de nouveautés, comme le disait Maxime, c'est un film dont le scénario a déjà été utilisé de nombreuses fois au cinéma. Et c'est vrai qu'on attend toujours, ou on a tendance à attendre toujours une petite surprise, un petit truc à garder.
Mais là, franchement, il n'y a rien de nouveau. J'ai trouvé que tout était prévisible. Alors, c'est très vrai, on passe un agréable moment. Mais une fois qu'on a vu le film, eh ben, j'ai l'impression qu'on oublie assez vite, ce qui est un petit peu dommage. Euh, alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un instant, un petit truc que l'on garde. Alors moi, je vais garder pour changer, n'est-ce pas, chers amis, Matthias Schoenaert, qui a une scène absolument sublime en caleçon noir absolument extraordinaire. Et rien que par sa présence, il irradie. Donc, non, trêve de plaisanterie. Pour résumer, c'est un très bon divertissement avec juste ce qu'il faut, mais il est vrai que c'est pas un film que l'on va garder en mémoire, que l'on va garder, on va dire, sur le long terme, ce qui est un peu dommage parce que il est vrai que la mise en scène est assez propre. Alors, personnellement, cette caméra à l'épaule pour faire vivre un petit peu le spectateur au plus proche de l'action me dérange un petit peu parce que voilà, ça me déclenche, on va dire, des maux de tête assez épouvantables. Mais malgré ça, je trouve le film plutôt sympathique. Mais vous voyez, je l'ai vu il y a 15 jours. J'en garde pas grand-chose, mis à part Mathias, qui est absolument extraordinaire. Revenons un petit peu aux choses sérieuses. Pour cette deuxième chronique, nous allons parler de Amine, de Philippe Faucon. Julia et Maxime ont eu la chance d'interviewer Philippe Faucon à l'avant-première qui a eu lieu au cinéma Le Royal. Merci Le Royal. Donc, ils m'ont préparé une petite interview et je vous la laisse déguster. Alors pour commencer, on voulait vous poser des questions sur la genèse de votre film. Pourquoi avoir choisi ce sujet et quelles ont été vos inspirations? Alors le film, comme on le disait tout à l'heure, est venu de Yasmina Nini-Faucon. C'est une histoire qu'elle m'a racontée un jour, qui est une histoire, je pense, qu'elle connaissait autour d'elle. Et on a trouvé qu'il y avait là-dedans quelque chose qui n'avait pas été beaucoup raconté, c'est-à-dire la situation de ces hommes qui viennent en France ou en Europe pour apporter leur travail et qui quelquefois viennent seuls en laissant chez eux des femmes et des enfants qu'ils ne revoient en général qu'une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans ou 2 fois par an, enfin en tout cas de façon très espacée comme ça. Ça fait qu'ils ont des vies un peu en décalage de leur famille. Comme le dit Amine dans le film, par rapport à sa femme, on est décalé. Ils ne voient pas grandir leurs enfants, qu'ils connaissent mal. Quand ils reviennent chez eux, ils sont ils ont des fois du mal à retrouver contact avec eux. Et ça, on trouvait que ça n'avait pas été raconté. On voulait le faire. On s'est demandé qui ça concernait aujourd'hui. Parce que l'histoire que Yasmina m'avait racontée remontait à quelques années. Et puis on s'est rendu compte de ce dont on se doutait, évidemment, c'était qu'aujourd'hui ça concernait plutôt une immigration qui venait d'Afrique subsaharienne. Et donc voilà, on a commencé à travailler là-dessus en rencontrant des hommes dans des foyers. Et puis on s'est rendu compte qu'en effet, une bonne partie était dans cette situation-là. Alors ils nous ont raconté comment ça se passait. Et puis dans un deuxième temps, on a rencontré des femmes qui les attendaient dans les pays d'origine et qui, comme c'est le cas d'Amine et comme c'est le cas d'un certain nombre, ne les revoient que à l'occasion des vacances d'été. C'est comme ça que on a avancé dans l'idée qu'il y avait un film qu'on pouvait faire là-dessus. Donc vous abordez la question de l'immigration mettant en parallèle des séquences qui se déroulent à la fois dans le pays d'accueil, mais aussi, qui est la France, mais aussi dans le pays d'origine qui est le Sénégal. Et ce qui m'a interloqué au fil du film, c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, les deux mondes se rapprochaient pour ne former qu'une seule et même réalité. Est-ce que c'était vraiment votre intention de départ ?
Oui, on n'avait pas, en cherchant, on n'avait pas l'idée d'un film, précédent qui raconte les choses de cette façon, en situant l'histoire par ces deux bouts, les deux pays, le pays où les gens viennent apporter leur travail et le pays d'où ils viennent. Et justement, on trouvait que c'était nécessaire parce que c'était justement les deux pôles de la vie de ces gens-là, à la fois ce qu'ils quittent, ce qu'ils laissent, et puis ce qu'ils vivent ici, et puis leur absence là-bas, de là où ils sont partis. Donc on trouvait que c'était de cette façon qu'il fallait dire les choses. Et que ne raconter ça que seulement parce qu'ils vivent ici, ça manquait de quelque chose d'important, d'une deuxième partie de la vie de ces gens-là et d'un autre pôle de la vie de ces gens-là. Et puis moi, il me semblait que le cinéma, ça permettait de mettre en relation les deux réalités très fortement, justement, parce qu'au cinéma, quelquefois, par le passage d'une séquence à une autre, on provoque des chocs et des ruptures comme ça très fortes, parce qu'on met en relation deux images avec tout ce qu'elles contiennent, les réalités sociales, intimes de la vie des gens, confrontées à celles d'ici. Et par la littérature, ça procède pas de la même façon, parce que par la littérature, on prend plus de temps pour décrire les choses, tandis que là, on passe par des ruptures et des passages de l'une à l'autre plus rapides. Et ça, je trouvais que ça pouvait être intéressant, parce que forcément, ça dit quelque chose de l'écartèlement de la vie de ces gens-là et de la façon dont leur vie peut être déphasée sur ces deux temps. C'est ça qui nous paraissait intéressant dans les moyens que le cinéma pouvait mettre en œuvre pour raconter ça. Alors, je n'ai pas eu la chance, on va dire, de voir le film, mais Julia a eu la gentillesse de me préparer un avis que je vais lire immédiatement. Donc, nous allons parler Amine, la nouvelle réalisation de Philippe Faucon, césarisé pour son film Fatima en 2016, se penche sur la vie d'Amine, un immigré sénégalais travaillant en France depuis plusieurs années. Sa vie se découpe entre le travail et une vie tenue terne en France et des voyages très courts et peu fréquents au Sénégal pour retrouver sa famille. Un jour qu'il réalise des travaux chez Gabriel, Emmanuel DeVos, une infirmière récemment divorcée, un lien va se tisser entre les deux personnages que la solitude va rapprocher. Sur le papier, ça commence bien. Pourtant, cette rencontre n'arrive que tardivement dans le film, qui a du mal à démarrer. En fait, l'action se découpe en plusieurs moments, ceux au Sénégal et ceux en France. La partie sénégalaise est plus efficace et vivante. C'est l'effet voulu par Philippe Faucon, il vient de l'expliquer. De contraster le travail terne en France, des travailleurs immigrés qui veulent faire vivre leur famille avec les couleurs et la douceur familiale du pays d'origine. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film et me laisser porter par l'histoire d'Amine. En plus, il s'agit d'un film choral dans lequel tous les personnages sont plus ou moins principaux et dont Foucault cherche à nous montrer les souffrances et les fêlures. Cet éparpillement et manque de sincérité prennent le dessus sur les qualités du film, car il a des qualités, comme par exemple l'esthétique épurée du réalisateur, la sensibilité du sujet ou bien le travail des contrastes entre les pays. Il faut donc que vous alliez au cinéma pour vous faire votre propre idée. Et même si le film n'a pas fonctionné pour moi, les thèmes abordés qui sont ceux du déracinement, de l'immigration, et de la solitude sont des sujets sensibles qui ont besoin d'avoir un auditoire et un public. Donc, comme vous l'aurez constaté, Julia, mais je sais, pour en avoir longuement discuté avec mes camarades, que Maxime et Luc, ainsi que l'autre Maxime, n'ont pas franchement adhéré au film. Par contre, Julia et Maxime ont
on fait une rencontre assez belle avec monsieur Philippe Faucon. Donc encore un grand merci au cinéma Le Royal de nous avoir permis de pouvoir faire cette très belle interview. Et donc, comme vient de le dire Julia, je vous invite très sincèrement à aller voir le film et de nous poster peut-être ou de nous envoyer une petite bafouille, un petit mot pour vous, parce que le film vous a plu à vous. Et si le film vous a plu, on la transmettra sur notre page Facebook et on vous laissera comme ça la parole. Alors là, je vais vous parler de Star is Born de Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper évidemment, et Sam Elliott. Jackson Men, musicien chevronné, découvre Ali, une chanteuse qui a du mal à percer. Alors que la jeune femme est sur le point de renoncer à sa carrière, Jackson tombe amoureux d'elle et la propulse sur le devant de la scène. Première surprise, car c'est la première réalisation de Bradley Cooper et c'est plutôt réussi. La mise en scène est fluide, elle est belle et sans artifice. C'est pour un premier film, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Deuxième surprise et pas des moindres, Lady Gaga est une véritable actrice. Et oui, messieurs, dames, je vois déjà ta tête, Luc, en écoutant cette chronique. Oui, Lady Gaga est une actrice. On l'avait aperçue dans quelques petits rôles dans les séries télé et dans des films, mais là, c'est une claque. Elle a le premier rôle. Alors, je vais essayer de me tempérer parce qu'il est vrai que dans le studio, il n'y a personne pour me calmer. Donc, voilà, je vais essayer de garder un petit peu la tête froide. Alors, il est vrai que le rôle a été écrit sur mesure pour elle. Ce rôle de chanteuse qui a du mal à percer, mais qui a une voix absolument incroyable. C'est elle, évidemment. L'alchimie entre les deux acteurs, Bradley Cooper et Lady Gaga, est tellement évidente que on n'imagine personne d'autre à sa place. Les séquences chantées sont une pure merveille. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines chansons, Bradley Cooper y a mis un petit peu sa patte et elles sont vraiment magnifiques. Alors, oui, je vous entends déjà me demander. Certaines chansons arriveront dans des playlists, dans des futures émissions, pour la plus grande joie de Maxime et de Luc. Les acteurs, comme je viens de le dire, sont absolument incroyables. Ils transpirent de vérité. Après, les thèmes abordés par ce film ne sont pas révolutionnaires, hein. Ils sont même, on va dire, universels, car quel film ne parle pas d'amour, les épreuves humaines et les addictions. Cette 4e adaptation d'Une étoile est née est une pure réussite de mon point de vue. J'aurais quand même un petit bémol sur la longueur du film, 2h16. Alors, personnellement, j'aurais peut-être fait une petite coupure de 20 minutes pour avoir, on va dire, un petit peu plus de rythme, mais pour que le film fasse moins de 2 heures. Mais c'est vraiment anecdotique, vraiment. Le film est une belle réussite, des comédies romantiques que pas mal de personnes aiment, dont je fais partie, et c'est un film très très plaisant. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Alors, je sais que Maxime l'a vu, il a eu la chance de le voir à la Mostra de Venise et qu'il avait quelques réserves. Évidemment, je vais être désagréable avec lui. C'est un garçon, donc obligatoirement, il a des réserves sur les films romantiques, messieurs, dames. En tout cas, voilà. C'est un bon divertissement avec de belles chansons, avec un acteur et une actrice absolument sublime. Allez-y, allez vous faire plaisir. Vous allez passer un bon moment. Les chansons sont très émouvantes et vraiment très très belles. Et je pense que je ne suis pas la seule à vous le dire. La chronique qui va suivre va être un petit peu compliquée pour moi. Je vais vous expliquer ça assez simplement. C'est que je veux pas rater et vous faire vraiment donner envie d'aller voir ce film. Donc je vais vous parler de Nos batailles, de Guillaume Sénez avec Romain Duris.
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain, quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie familiale et activité professionnelle. Donc, autant vous dire que je voulais pas le voir, ce film. Mais je voulais pas voir un drame social français. Mais comme vous pouvez le constater, la configuration de l'émission de ce soir fait que ce n'est pas Luc qui vous en parle, mais moi. Et je sais pourquoi je ne le voulais pas, ce film, car j'allais être en colère. Mais pas parce que le film n'est pas beau, bien au contraire, le film est merveilleux. Donc, comme je viens de vous raconter, donc on va suivre les difficultés d'un homme, Olivier, qui va devoir concilier, on va dire, vie familiale et vie professionnelle dans une entreprise où les salariés qui n'ont aucune considération, mais où l'humain et vraiment, la question humaine est vraiment mise à rude épreuve, mais quand ses qualités de syndicaliste qu'il est dans cette entreprise, il va essayer d'amener un petit peu d'humain dans cette entreprise un petit peu déshumanisée. En parallèle de ça, on va suivre donc sa femme qui essaie de gérer le quotidien qui est très lourd, parce qu'on sait que quand on travaille dans une usine, y a une maison à faire tourner, surtout quand on a 2 enfants. On a le quotidien d'une maison, on a son propre travail, on a les petits bobos, les petits tracas. Et donc du jour au lendemain, Laura, on le sent, est vraiment proche du burn-out et elle s'en va, sans prévenir personne, laissant ses 2 enfants et son mari comme ça, sans prévenir. Donc le mari va se retrouver à devoir jongler entre son travail, comme je vous l'ai dit, très prenant, ses 2 enfants, et le quotidien. Mais surtout, et c'est là où je vais être en colère, il va devoir expliquer et vivre avec ses enfants et leur expliquer pourquoi maman elle est partie. Pourquoi ? Et là où je suis en colère, c'est que le film est absolument merveilleux, il est d'une justesse absolument incroyable par rapport aux situations similaires qui se passent dans la vraie vie. En fait, ce sont ces situations qui sont dans la vraie vie qui m'énervent parce que je sais que ça existe. Et à partir du moment où l'on touche l'enfant, ça me met dans des rages folles. Parce que chaque personnage dans ce film a une évolution bien particulière en fonction de ses personnalités. Et l'évolution de ces 2 enfants qui jouent d'une manière assez incroyable est totalement juste. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 enfants dont la mère est très présente dans ce début de film. Et il va y avoir cette cassure, ce fait que la maman va partir. Et ces enfants vont être perdus parce qu'ils vont avoir un papa évidemment totalement perdu, qui va devoir les gérer, et il va leur demander quelque chose qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, c'est se responsabiliser. Et ils sont petits, je veux dire, ils sont pas bien grands, ils sont hauts comme 3 pommes, les pauvres bichons, et on va leur demander de faire des choses qu'ils n'ont encore jamais fait parce que maman était là. Et donc, le fait d'avoir ce genre de situation, le fait d'avoir des... Et là, ce qui est intéressant dans ce film, excusez-moi, ma chronique est un peu brouillon, mais c'est parce qu'en fait, ce sont les émotions qui parlent. Habituellement, c'est le papa qui part. Parce que le quotidien est difficile, donc c'est l'homme qui part. Et ce que je trouve vraiment très très juste dans ce film, c'est que pour une fois, c'est la maman qui part, parce que ça aussi, ça existe, les mamans qui quittent tout et qui partent. Et c'est beau. Attention, tout est relatif. Mais il y a aussi des hommes qui sont confrontés à devoir gérer ça, à gérer des enfants qui deviennent mutiques parce que maman est partie, il n'y a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi. Ils se remettent à faire pipi au lit. Et donc, ce personnage va essayer de faire face à tout. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et le film est d'une justesse incroyable parce qu'on va voir cet homme qui va essayer de concilier cette vie familiale qui est en train de tomber, mais en ruine complet. Et d'un autre côté, on a encore cette vie d'entreprise syndicaliste
en plus, donc qui amène de l'humain aux autres, alors que dans sa propre maison, j'ai envie de dire, c'est le chaos. C'est vrai que c'est un mot un petit peu fort, mais c'est le chaos. Et le film, il est bouleversant. Alors, le film était présenté à la Semaine de la critique à Cannes, et dans la sélection officielle, nous avions un film qui était En guerre, avec Vincent Lindon. Et lui, par contre, il était présenté en compétition à Cannes. Et lui, par contre, le thème était pratiquement identique, sauf que le focus était vraiment sur sa vie au sein de l'entreprise. Donc voilà, le film est d'une justesse incroyable. Je l'ai déjà dit, je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment que le film m'a vraiment bouleversée, m'a vraiment touchée. Les thèmes traités sont absolument bien traités, c'est juste. La violence psychologique est pour moi insoutenable, et je sais que ça existe. Donc j'ai envie de vous dire que ce film est une réussite, c'est un grand bravo, et j'ai envie de vous dire de courir voir ce film, parce que ce film, qui à la base, je voulais pas le voir, m'a totalement ému, m'a totalement bouleversé. Donc vraiment, allez le voir. Alors, pour les gens qui me connaissent très très bien, ils savent que j'adore Noël. Donc, je vais vous parler de futurs cadeaux éventuels à mettre au pied du sapin. Oui, je suis siphonnée, mais je l'assume totalement. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est évidemment pour moi le film culte par excellence, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui va sortir en fait le 2 novembre. C'est un livre où en fait les pages, c'est un livre pop-up pour les gens qui s'y connaissent. Donc chaque page va être terrifiante, avec des petites surprises à soulever ou à tirer, et le format est assez sympathique. Déjà, l'histoire est vraiment réécrite avec de superbes illustrations de Matthew Reinhardt. Toute la magie du film de culte de Tim Burton a été célébrée par un ouvrage, je trouve, assez exceptionnel. Par contre, le prix, il est un petit peu moins, puisqu'il est au prix de 44,95 €. Donc il est un petit peu cher, mais si l'objet est beau, pourquoi pas. Deuxième livre dont je vais vous parler, c'est pour vous parler du film Les Dents de la Mer, qui va sortir le 17 octobre. Il a été écrit par Antonia Kirk. Et en fait, le film qui est sorti en 75... Le Dents de la Mer, en fait, il a exercé un pouvoir assez extraordinaire sur le public. Il y a les gens qui ont aimé, là, il y a les gens qui n'ont pas aimé. Mais le film est là, il déchaîne les passions. Donc le film, on va dire, va recenser les deux camps. Et en fait, Antonia Kirk donne une réponse assez impressionnante. Et le livre est pour le coup pas très onéreux, 11,90 €, donc je vous le conseille. Un dernier livre assez rapidement, après je laisse la place à Monsieur Foundation. C'est L'espace du rêve sur David Lynch, où il va expliquer un petit peu ce que représente l'art pour lui, que ça soit la photo, que ça soit l'image, que ça soit la musique. Voilà, il va montrer tous ses projets et tout ça. Donc voilà, et le prix du livre est de 25,90 € et il est déjà paru le 19 septembre. Voilà les amis, j'espère que l'émission vous a plu. J'étais toute seule, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je vous laisse dans les mains expertes de Monsieur Foundation.